Salut à tous, bienvenue dans Retour Gagnant. Non, je ne suis pas Anne Boyer qui profite de ses vacances, non c'est pas moi. Mais il fallait bien débriefer Wimbledon, donc on s'est réunis pour en parler avant de faire un break d'un mois. Pour m'accompagner ce mardi, celui dont j'ai appris dimanche qu'il aurait aimé être une princesse, Bertrand Millard. Salut Bertrand. Ah bah salut, pourquoi? Si, tu l'as dit pendant le commentaire de... J'aimais bien, c'est Ah différent. ouais. Et que t'aimais bien l'apparat, tout ça, ça t'aurait pas plu? J'aime bien les familles royales et tout, ouais, bien sûr. Ouais. Et t'aurais pas aimé de... Être une princesse? Ouais. Ou un prince dans la famille royale. D'accord, ouais. Si, j'aurais adoré. Ouais. Prince Albert, moi ça me va très bien comme métier. Hein. C'est un bon métier. Alors lui, c'est pas une princesse, mais comme Bertrand, il aime la couleur verte. Oui. C'est pas seulement lié à Wimbledon. Les gars, Martin Mosnier, on aurait pu parler de Saint-Etienne. On peut. C'est toujours un plaisir de parler de Saint-Etienne. Si tu veux faire une émission sur Saint-Etienne. Gros match amical contre 3 ce week-end. Tu veux qu'on débriefe le match amical contre 3? On en parlera peut-être après. Ok, d'accord. Très bien. On va surtout parler de la quinzaine qui vient de s'achever sur les succès de Iga Swiatek et Jannik Sinner. Et on va débriefer tout ça dans les 2 premières parties de l'émission. Et puis à la fin, on va vous demander un peu vos paris de l'été. Parce qu'on sait que l'été, c'est toujours un peu particulier en tennis, avec la tournée américaine. Donc on a envie de savoir si on doit mettre un peu d'argent sur quelque chose ou sur quelqu'un, sur qui. Moi je sais. Il sait tout. Ouais, il sait tout. T'as choisi toi, Martin? Bien sûr que j'ai choisi. J'ai choisi de ne pas choisir. On verra à la fin. Ouh là là. Là, ça commence. Mais bien sûr, on élève un peu le niveau. On élève un tout petit peu le niveau. Bac de philo. Bien sûr. Prépalette. Voilà, là, il va faire tout son CV. C'est parti. Là, on est bien. Oui, non, mais voilà. Martin est à littéraire. Bien sûr. Et moi aussi. Et vous allez le voir d'ailleurs dans cette émission. Je ne citerai que des grands auteurs. On va démarrer quand même par Jannik Sinner, vainqueur de son premier Wimbledon après une finale que j'ai envie de qualifier de finale à sens unique. Parce qu'il y a eu les 4 jeux en fin de premier set qui ont permis à Alcaraz de prendre les devants. Mais après ça, on a vu que rien ne pouvait faire dérailler Sinner. Il a bouclé l'affaire en 4 manches. Et en fait, 5 semaines après le crève-cœur de Roland, après aussi l'affaire de dopage, on a l'impression qu'il se remet de tout. Bertrand, tu l'as comparé à Bambi un moment pendant la finale sur une glissade. Moi, j'ai envie de rester dans le cinéma et de parler de Terminator. J'ai l'impression que lui aussi, il se relève de tout. Oui, alors déjà, il faut quand même dire que cette finale était un match plutôt décevant. Évidemment, on ne va pas avoir à chaque fois le match qu'on a eu à Roland-Garros, mais elle est d'un niveau plutôt décevant. Et en ce qui concerne Alcaraz, pour moi, n'était pas au niveau de cette finale. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'a pas fait un bon match du tout. Donc, pour moi, la finale, elle est moyenne en raison du niveau d'Alcaraz, qui était très inférieur à ce qu'on pouvait espérer. Hormis le premier set, à la fois pour la qualité de jeu et pour le scénario, effectivement, qui est plutôt sympa. Comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de match. En fait, la lumière s'est éteinte pour Alcaraz au début du deuxième set et elle ne s'est jamais rallumée, si ce n'est peut-être dans les 2-3 derniers jeux où enfin il se libère un peu, qu'il a un petit peu le sourire. Mais en fait, en face, la messe était dite depuis longtemps. Donc, Sinner a été supérieur. Il était supérieur à l'échange, il était supérieur tactiquement, il était supérieur au retour de service très nettement aussi. Alcaraz n'a pas bien relancé. Donc là, je trouve qu'on a eu Alcaraz qu'on n'aime pas beaucoup. Celui qui prend pas de plaisir sur le court, qui sourit pas, qui est pas créatif. Normalement, pour moi, et je l'ai dit pendant tout le match, d'ailleurs, je pensais que ça pouvait tourner. Sur gazon, il est meilleur que Sinner. Il a toutes les armes. Il doit pouvoir faire mieux que ce qu'il a fait là. Jouer en cadence du fond de court, il peut pas gagner contre Sinner, quelle que soit la surface maintenant, j'ai l'impression. Par contre, on n'a pas vu faire beaucoup de services volés. Niveau amorti, il n'était pas dans le rythme, il n'était pas bon. Et là, je sais pas, il n'était pas dans le match. Ça nous a donné une finale, encore une fois, décevante. Et Sinner, lui, effectivement, a déroulé. Il a très bien joué. Il y a des moments même où il a vraiment marqué les esprits en jeu. Je me souviens où il fait notamment ce contre de coup droit croisé là, qui fait très très mal. Après Terminator, je ne sais pas, parce que on en reparlera tout à l'heure, mais sur le tournoi, il a eu des moments très difficiles et il a eu surtout des gros coups de pouce du destin en sa faveur. Donc Terminator, non, je pense qu'il aurait fallu avoir pour cela un Alcaraz à son meilleur niveau. Toi aussi, tu es déçu par cette finale, Martin? Ouais, déçu par la finale, déçu par Alcaraz. Il n'y a même pas eu besoin d'un immense Sinner, en fait, pour venir à bout de cet Alcaraz-là. Après, en mode Terminator, moi, je vais quand même nuancer ce que dit Bertrand. Il fallait quand même se relever, perdre Roland-Garros de cette façon-là, passer si près d'une victoire à Roland-Garros, paumé autant de balles de match, et 5 semaines après, remporter Wimbledon de cette manière-là, face au même adversaire, dans des conditions qui étaient un peu similaires, puisqu'il menait de 7-1. Il a même poussé le mimétisme à mener jusqu'à 40-0. Et 5-3. Et 5-3. Et là, quand même, tu te dis qu'un joueur normal, il a un peu le bras lourd, que ça va commencer à devenir difficile. Et en fait, il nous a prouvé pendant cette quinzaine, et surtout pendant cette finale-là,
qu'en fait, il n'est pas fait comme les autres. Et qu'en fait, c'est un gars qui est froid comme une lame de rasoir, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'il se relève de tout parce que je ne suis pas sûr qu'il tombe, en fait, Sinner. Je ne suis pas sûr qu'il soit tombé après la finale de Roland-Garros. Je ne suis pas sûr qu'il ait réagi comme 99% des gars du circuit réagiraient. Je ne suis pas sûr qu'il ait pris un coup derrière la tête. Autant je pense que là, Alcaraz s'est pris un gros coup de massue derrière la tronche, autant je pense que Sinner, lui, il a poursuivi sa trajectoire et qu'il s'en est servi pour être encore meilleur. Et c'est là où, en fait, il est écœurant. En fait, il s'est nourri, il s'est servi de la défaite de Roland-Garros pour s'en nourrir. C'est-à-dire que c'est effectivement très difficile, mais avec son clan, c'est le pari qu'ils ont pris. Au lieu de, soit tu t'écroules, et tu te dis, j'ai perdu Roland-Garros, j'ai eu 3 balles de match à 0,40, alors que j'ai dominé le match dans l'ensemble. Ou alors tu t'en nourris et à la fois où tu le retrouves, la fois suivante où tu retrouves ton adversaire, ton rival en finale, et tu te dis cette fois-ci, je peux pas le laisser gagner. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'en est servi comme d'une force. Il a bossé vraiment. Ouais, il a bossé. Même tactiquement, tu vois qu'il a bossé. Dans la tronche, il est monstrueux. Il s'en est servi. Tactiquement. Et en fait, pour moi, je l'ai dit depuis des années, il se Djokovic. C'est Djokovic 3.0. Et que ce soit au niveau du tennis, mais au niveau du mental, pareil. Djokovic, il se relevait de tout également. Il perdait des matchs, on disait, on va pas le voir pendant 2 ans. Et en fait, c'était l'inverse. Il était super fort au Grand Chelem suivant. Sinner, c'est la même chose. En gros, plus que Terminator, c'est Alien, puisqu'il se nourrit des autres. On peut faire ça, on peut dire ça. En fait, moi, il a vraiment ce côté machine froide qui fait que. Effectivement, il est suspendu pour dopage. Il perd une finale de Roland-Garros qui devrait te mettre au fond de la cale, quoi. Et aujourd'hui, au classement ATP, il a je ne sais pas combien de points d'avance, il est au-dessus de tout le monde. On en parlera. Voilà. Pour moi, il a un côté écœurant. En fait, il y avait une grosse pression des deux côtés. Pour Sinner, c'était éviter quand même une 6e défaite d'affilée face à Alcaraz. Ça aurait fait beaucoup. Qui pouvait prendre le large au palmarès pour être à 6-3 en Grand Chelem. Et puis, bien sûr, on vient de le dire, de prendre la revanche de Roland-Garros, qui a été une énorme déconvenue. Et pour Alcaraz, c'était poursuivre sa série d'invincibilité sur la saison. On rappelle qu'il était à 24 victoires d'affilée, 20 d'affilée à Wimbledon. La série est terminée maintenant. Et il peut être le 2e joueur de l'Air Open seulement à gagner, à faire 2 fois de suite le doublé Roland-Garros-Wimbledon après Björn Borg. Borg peut dormir tranquille. Pour l'instant, il reste le seul. Il y avait de la pression aussi pour Alcaraz. Ouais, vous avez parlé justement Alcaraz qui était impuissant. Et il y a cette séquence assez incroyable dans le 3e set où il est assis un changement de côté, il regarde son staff et il est en train de dire du fond du court, il est bien meilleur que moi. C'est-à-dire il le répète plusieurs fois. C'est étonnant comme séquence parce que c'est rare qu'un champion montre ses faiblesses ou verbalise ses faiblesses en plein match. Il a fait face à plus fort que lui, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pouvait faire différemment ou mieux selon vous ? Bah oui, il y a plein de choses qu'il pouvait faire différemment et mieux. En fait, Alcaraz, il doit atteindre un certain état de transe, un peu comme le super tie-break de Roland-Garros, où cette balle de premier set, où il fait un coup absolument diabolique, en bout de course, un revers qui remet, il gagne le set là-dessus. En fait, il doit atteindre cet état de grâce-là pour faire mal à Sinner. Et là, il est rentré finalement dans la filière de Sinner. Effectivement, tu disais très peu de services volés, ses amortis plutôt efficaces au début, à la fin, il perdait complètement leur efficacité et moi, je pense qu'il s'est obstiné, il n'a pas trouvé la clé. Là où Sinner a très bien bossé après la finale de Roland-Garros, il a très bien analysé le jeu d'Alcaraz. Et c'est le coach d'ailleurs de Sinner qui disait en fait, il n'y a personne qui regarde autant les matchs d'Alcaraz que Yannick Sinner lui-même. Il a bossé, Sinner. Maintenant, Alcaraz, il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse et il faut qu'il se rende compte que là, il a fait une erreur. On a vu de la frustration. À Roland-Garros, il n'a jamais perdu le fil de son match. Il ne s'est jamais désuni, même à 40-0. Et là, on a l'impression que dès le 3e set, effectivement, c'est un changement de côté. Le match n'a pas du tout tourné. On est encore dans un rapport de force. En tout cas, au score, un peu moins dans la dynamique, mais au score, on sent que c'est 2 mecs qui sont vraiment, ça peut se jouer à rien. Et on sent qu'il est déjà démobilisé, déjà impuissant. Il a appris l'impuissance face à Sinner, Alcaraz. Il va falloir qu'il s'en relève. Oui, mais voilà. Alors, il faut prendre un petit peu de hauteur. Je suis tout à fait d'accord. Excuse-moi d'être très terre à terre. Excuse-moi, terre à terre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais prenons un petit peu de hauteur. Excuse-moi. Il y a un facteur. Pourquoi il n'a pas pu ? Pourquoi ? Pose-toi la question. Pourquoi ? Toi, le philosophe. Pourquoi ? Un facteur primordial à ce niveau entre 2 joueurs comme ça. C'est quoi ? C'est la fraîcheur physique. Alcaraz, je vous le rappelle, a gagné Monte-Carlo, finale à Barcelone, titre à Rome, Roland-Garros et au Queens. Il jouait son 54e match de la saison, au mois de juillet, début juillet, et il a tout enchaîné depuis Rome. En face, on a un joueur qui a manqué 3 mois de compétition pour cause de suspension. Il est frais physiquement, et donc il est frais surtout dans la tronche, parce qu'il n'a pas joué. Il a joué 29 matchs, c'est son 29e match seulement. Et Alcaraz a montré, moi je trouve, dans cette finale, des signes d'usure, de fatigue. Clairement, on l'a senti émoussé, moins lucide, incapable de hausser son niveau de jeu, un peu éteint, c'est vrai. Impossibilité de renverser le cours des choses. Et puis, pour couronner le tout,
quand même, il faut l'aborder. Sinner a bénéficié de l'alignement des planètes total dans ce tournoi, puisque concours de circonstances et coups de pouce du destin, c'est incroyable. C'était obligé qu'il gagne la finale, finalement, c'était son année. Il est mené 2-7-0 par un Dimitrov qui le domine totalement en 8e, et le pectoral de Dimitrov choisit. Le pectoral de Dimitrov se dit « Ah, moi, cette année, j'ai envie que ce soit Sinner. Allez, paf, je pète. Je pète sur un service, et le Bulgare doit abandonner immédiatement, c'est terminé. » Donc ce match-là, on peut imaginer que Sinner l'aurait gagné. Il aurait fallu jouer 5-7, remonter en handicap, donc de 2 manches à 0, puiser physiquement et surtout puiser mentalement. Derrière, demi-finale, Djokovic, son pote Koboli à Sinner, qu'est-ce qu'il a fait, son compatriote, autour d'avant, un petit contre-pied en toute fin de match, hop, la chute, la blessure. Et Djokovic a joué sur une jambe, très clairement, c'est évident. Sinner a très bien joué, mais Djokovic, il est physiquement pas du tout dans le match. Il prend 3 petits sets. L'univers a choisi. Avec des si, on pourrait mettre Wimbledon sur terre battue, par exemple. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a eu ce concours de circonstances qui a totalement aidé Sinner à gagner ce tournoi. Et en finale, il était plus frais pour les raisons évoquées, pour l'ensemble de la saison, mais aussi parce qu'il s'est passé dans le tournoi. On va voir, les deux restent sur 7 titres du Grand Chelem. C'est-à-dire que les 7 derniers titres du Grand Chelem leur appartiennent depuis l'Australie 2024. On parle de duopole, c'est-à-dire des deux. Et vous n'avez pas l'impression qu'on est plus sur un one-man show de Sinner avec Alcaraz entre pointillés plutôt qu'un vrai Big Two? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une différence. Il y a un écart abyssal quand même entre les deux premiers et le troisième. Shocking absolu. Non, mais oui, il y a quand même un écart. Moi, le vrai problème, c'est autant que tous les deux soient, effectivement, ils se nourrissent, on en a parlé tout à l'heure, ils se nourrissent de leurs défaites entre eux, etc. Mais l'écart, il est en train de se creuser avec les autres. Et puis, je pense aussi que le top 10 est un peu moins fort aujourd'hui qu'à l'époque de Wawrinka, Berdych, Tsonga, etc. Là, aujourd'hui, alors je ne parle même pas de la next-gen qui a déjà disparu, mais même les Draper, même les Fritz, etc. Tu as l'impression qu'il y a quand même que ces mecs-là, ils ne peuvent pas aujourd'hui discuter avec Alcaraz. Et qu'à force aussi de voir ces finales-là, moi je suis Fritz, moi je suis Medvedev, moi je suis Tsitsipas. D'ailleurs, Medvedev et Tsitsipas. Ouais, d'ailleurs. Ou Zverev, c'est trop compliqué pour eux. Donc il y a quand même un écart entre ces deux-là et le reste du monde. Mais je suis plutôt d'accord avec toi aussi qu'entre Sinner et Alcaraz, moi aujourd'hui, moi ce que je tire de cette finale-là, c'est qu'on a quand même eu une leçon. On a quand même eu une leçon, et je ne sais pas si aujourd'hui, il n'y a pas un petit écart qui s'est creusé entre ces deux-là. Sur gazon en plus, alors il y a l'aspect physique. Il vient de gagner les 5 derniers, Alcaraz, quand même. Oui, mais là on réagit à chaud, toujours. Attention. Je suis d'accord avec toi. Ça se joue à rien d'ailleurs, généralement, sauf à Rome. Mais bon, Rome, je le mets un peu de côté parce que Sinner revenait de 3 mois sans. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a la saison sur dur qui démarre, et je ne vois pas comment Alcaraz peut poser problème. C'est sûr que sur dur, Sinner va être méga favori, là, on est d'accord. Entre août et janvier, Sinner est injouable. Et là, entre mars et, je dirais même avril, et là, aujourd'hui, c'est quand même Sinner qui ressort vainqueur de Wimbledon. Ça me pose des questions quand même sur la suite. Ça me pose des questions. Je suis d'accord. Normalement, Roland-Garros et Wimbledon, c'est pour Alcaraz, on va dire, dans ce duel, dans ce duo. Et là, très clairement, Alcaraz n'a pas joué son meilleur niveau. Je maintiens qu'à 100%... alors évidemment, c'est comme ça une finale, on n'est pas toujours à 100%. Sûr, mais je pense que sur gazon, il pourra toujours être meilleur que Sinner. Voilà. Après, ce n'était pas le cas cette année, pour plein de raisons qu'on a évoquées. Et maintenant, c'est la séquence où je vais me faire des amis. Parce que c'est celle qu'on préfère. La moralité. On va vous faire une moralité, c'est une fable de La Fontaine. La suspension, elle est censée être une sanction normalement. La suspension de Sinner. Elle lui a fait du bien. Elle l'a totalement favorisé, en fin de compte. Il a choisi de ne pas jouer pendant 3 mois où il n'y a pas de Grand Chelem. Donc il revient tranquille, Rome, à domicile, Roland-Garros, Wimbledon. Moi, je l'aime bien le garçon, c'est pas contre lui. Mais ça plaide quand même pour les suspensions d'1 an, d'une saison. Tant pis, c'est une faute de négligence. Il s'est peut-être pas dopé, c'est négligent. C'est pas grave, c'est 1 an. Pourquoi ? Parce que là, vous prenez un avantage sur vos adversaires, il revient très frais physiquement, très frais mentalement. Et à ce moment de la saison où on commence à être à plus de 50 matchs pour les adversaires, ça compte. Et là, il gagne, on le voit quand même, en finale, en étant beaucoup plus frais que son adversaire, en plus de ce qui s'est passé dans le tournoi. J'ai quand même l'impression que sur du long terme, dis-moi si tu es d'accord avec moi ou pas, mais que le niveau moyen de Sinner, c'est entre du 90 sur 100 à 95 sur 100. Le niveau moyen d'Alcaraz,
il est nettement en dessous quand même. Je te parle du niveau moyen. Après, sinusoïdal. Voilà. Ouais. Les trios d'Alcaraz sont peut-être plus hauts que ceux de Sinner. Mais je veux dire, par définition, pour moi, c'est compliqué pour Alcaraz d'être sur du long terme supérieur à Sinner, précisément pour ça. Parce que Sinner, il arrive à exporter. Maintenant, il arrive à exporter sur gazon, sur terre battue. Avant, c'était sur dur, mais maintenant, il arrive à exporter son jeu sur chacune des surfaces, ce qui fait qu'il étend quand même sa domination quasiment sur toute l'année maintenant. Certes, il s'en est fallu d'un point. Il s'en est fallu d'un point, mais il s'en est fallu aussi d'un pectoral, encore une fois, parce que Dimitrov le dominait complètement avec son jeu. Ah oui, il était complètement dominé par Dimitrov, qui a le jeu de Federer, si tu veux. Donc, avec la variation, les slices. Ce qu'on ne peut pas omettre, c'est qu'aussi, face à Dimitrov, il est blessé, Sinner. Il se pète et il a mal. Ouais, bah, visiblement, c'était pas trop grave quand même. Oui, mais ça compte quand même. Ce que je veux dire, il n'est pas à 100% non plus sur ce match-là. Bah, il n'est pas à 100% sur ce match-là, mais. Mais c'est sûr que des mecs comme Dimitrov, Bublik ou Alcaraz, des mecs qui sont qui sont un peu plus créatifs, des mecs qui foutent un peu la pagaille dans son jeu réglé comme une horloge suisse, et ben ces mecs-là peuvent lui faire du mal. Mais il faut qu'ils soient à leur niveau absolu, ces mecs-là. Il faut que tout fonctionne, il faut qu'ils touchent les lignes. C'est Alcaraz à la fin de match à Roland-Garros. Et je me dis que quand même, des mecs qui atteignent cet état de grâce-là sur 3-7 en Grand Chelem. Il n'y a que Alcaraz qui peut le faire. Bon courage. Bon courage. Si je résume, on a Jean de La Fontaine et Platon. C'est un peu ça. C'est bien que tu le dises. La haute littérature française. Plus de fantaisie ici. Je voulais pas que ça vienne de moi. Mais... donc Sinner, vous l'avez dit, il en est à 4 Grands Chelems. Il pourrait, à un point près, être possesseur de tous les titres du Grand Chelem sur les 4 derniers. Au classement ATP qu'on va voir, là, c'est la grande envolée. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord avec mon histoire de moralité, là, quand même? C'est important, ça, quand même. Je pense aussi que selon que vous soyez puissant ou misérable, voilà, c'est pas la même chose. On verra en 2026, arrivé au même stade de la saison, s'il a joué le même nombre de matchs, s'il est aussi fringant en finale que Alcaraz, face à un Alcaraz qui lui était émoussé. Moi, je pense quand même que ces 3 mois d'arrêt, en plus, comme par hasard, à un moment donné où il n'y a pas de Grand Chelem, je le répète quand même. Il revient à Rome. C'est particulier quand même. Oui, mais si c'était si facile, ils s'arrêteraient tous 3 mois à ce moment-là chaque année. Je veux dire. Mais non, parce que justement, tu n'as pas le droit de t'arrêter 3 mois. D'abord, tu n'as pas le droit. Mais alors, ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est qu'il a bossé comme un malade pendant ces 3 mois. Que d'autres n'auraient peut-être pas fait. Mais c'est aussi ressourcer. Il l'a dit d'ailleurs, il allait dans sa famille, il s'est ressourcé des trucs qu'on ne peut jamais faire en tennis. On ne peut jamais se ressourcer. Et lui, il a eu cette chance, mais ça plaide aussi pour les arrêts, pour des arrêts un peu longs. Arrêter d'aller jouer des exhibitions à droite à gauche. Mais à son crédit, quand même, il y a le fait d'avoir cette opprobre sur lui pendant 3 mois que Swiatek a plutôt mal vécu. Lui, il arrive à passer par-dessus ça. Lui, je pense qu'il passe par-dessus tout, en fait. Je pense qu'il n'y a rien qui le touche. C'est une machine froide. Rien n'arrive à le dérégler. C'est ce qui est absolument effrayant avec lui. Même le pape, regarde, il lui a proposé de faire un petit tennis dans le Vatican. Il était prêt à lui mettre 6-0. Mais il est effrayant. Là, je vous parlais donc du classement ATP. Il s'est vraiment envolé. Il est à 12 030 points. J'ai un petit quiz pour vous, les gars. Quels sont les 4 joueurs à avoir réussi à dépasser les 12 000 points? Djoko, Federer, Djoko, Nadal et Sampras, non? Non. Connors? Non. Lendl. Le Big Four. Murray en 2016 où il a gagné tout. Donc voilà, c'est pas anodin ce qu'il a réussi. Il a beaucoup de points à défendre cet été, mais on est quand même sur une galaxie. 100 points. Même pas 60 points. Alors, la suite, nous concernant évidemment, il y aura tous les tournois, les Master 1000 sur Eurosport pendant l'été, mais c'est évidemment l'US Open. Fin août, tu en as un peu parlé avec la fraîcheur physique et mentale. Qu'est-ce qui peut faire tomber Sinner? On a l'impression qu'on peut déjà lui filer le trophée, là. Oui, je pense qu'on peut lui faire, on le fait rentrer en finale. Comme l'America's Cup. Non, mais franchement, je vois pas. Même un Ben Shelton survolté devant son public, c'est impossible. Non, mais rien. Personne. Rien ni personne. Et ben justement, il est allé gagner à l'extérieur, entre guillemets, sur les terres d'Alcaraz, à l'Espagnol. Ils sont faits pour se pousser, ils l'ont dit, vers le haut, l'un l'autre. Là, il faut qu'Alcaraz a perdu. Pour la première fois en finale de Grand Chelem, il va prendre un gros coup de massue sur la tête. C'est vrai, parce qu'il n'a jamais perdu en finale. Et surtout, sa série de victoires s'arrête. Donc, Sinner reprend la main, en fait. Et il faut qu'il trouve, lui, des solutions avec Ferrero pour être meilleur sur dur et essayer d'aller prendre la revanche. Mais plus que la défaite en finale, c'est l'impuissance qu'il a verbalisée pendant le match et qu'il verbalise même en conférence de presse. C'est lié à la fatigue, ça. C'est lié au fait qu'il soit émoussé. Ouais, je suis pas sûr. Je suis sûr parce qu'il n'a pas joué son meilleur tennis. Si, tu peux dire que s'il tourne tout et qu'il joue son meilleur tennis et qu'il est battu, ok, mais là, il a pas bien joué du tout en finale. Ouais, il a mal servi, 53% de première, il n'a pas bien retourné, il n'était pas dedans. Vous êtes prêts pour le débat présidentiel de 2027 Ouais, votez pour moi. Monsieur Dupuis. Avant toute chose, j'aimerais... On va parler des femmes. Iga Swiatek,
qui a gagné le tournoi féminin, qui a éparpillé Amanda Anisimova en finale. 6-0, 6-0. On va le voir. On a vu ça 2 fois dans l'Europen. C'était donc samedi, 57 minutes. Et Graf, c'est très long. Zvereva, 6-0, 6-0 en 34 minutes. 34 minutes, voilà. C'est la folie, alors que c'est sur terre battue et que là, c'est sur gazon. En demi-finale, Bencic, 6-2, 6-0. Donc, elle reste 6-0, 6-2. 6-0. Non, 6-2, 6-0. Ah bon? Elle gagne ses 3 derniers sets, 6-0. Elle gagne ses 20 derniers jeux de Wimbledon, je crois, Swiatek. Elle avait pu gagner depuis un an. C'est délirant. Elle avait pu gagner depuis un an. Il y a eu contrôle positif. Elle, pour le coup, on a parlé de Sinner, elle l'a plutôt mal vécu. Qu'est-ce qui a changé dans le jeu de Swiatek sur cette quinzaine, alors que le gazon n'était pas sa surface? Mais rien. Et moi, c'est ce que je trouve aussi, là aussi, assez écœurant pour ses adversaires, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que déjà, elle ne gagne pas Roland, donc elle arrive peut-être avec les épaules un peu moins chargées. Elle a eu un peu plus de temps pour bosser, mais bon, ça, à mon avis, c'est des gains marginaux. Je pense qu'elle s'est libérée de quelque chose. Swiatek, on sait que son problème, c'est le regard des autres, beaucoup. C'est-à-dire que tu as parlé de son affaire de dopage, et puis elle joue beaucoup. Ça s'est vu un petit peu au bal le soir, la danse avec Yannick Sinner. Hein. Ah oui? Ah oui, c'était pas terrible. Mais, là, ils sont moins à l'aise, les deux. Hein, mais elle, on sent qu'en fait, malgré le fait qu'elle est quand même, ça soit déjà une immense championne, elle souffre du regard des autres et des attentes surtout qu'on projette sur elle. Et je pense que ce Wimbledon-là, elle l'a abordé avec beaucoup plus de légèreté, ce qui a fait que finalement, elle s'en est sortie de façon assez admirable. Après, voilà, Anisimova, Bencic, c'est pas non plus, voilà, elle n'a pas croisé Gauff, elle n'a pas croisé Sabalenka, donc il y a quand même voilà, il y a quand même des, c'est pas un triomphe absolu. Malgré tout, si on m'avait dit que cette année-là, elle remporterait Wimbledon, j'y aurais jamais cru. Non, c'est vrai. J'y aurais jamais cru. Et toujours un intermède musical, c'est toujours important. Oui, toujours. Moi, il y a la moindre phrase, je parle. Et on a parlé aussi, les planètes... Il est bon, le petit Padawan, Stéphane Roy, quand même. Hein, ça, c'est la famille. Tu doutais pas de moi, quand même. Ah non, jamais. On a parlé aussi des conditions, c'est-à-dire la chaleur, un gazon avec un rebond plus haut, qui se prêtait peut-être plus à son jeu. On a l'impression, l'adversité, peut-être que toutes les planètes, finalement, se sont alignées pour elle. Comme pour Sinner, dis donc. C'est le Wimbledon des contradictions. Eh oui, victoire de Sinner et Swiatek. Qui aurait parié ça au début de tournoi? Pas moi. Ah non, pas moi, ni l'un ni l'autre. Alors là, non, jamais. Alcaraz, Gauff, par exemple, Alcaraz, Sabalenka. Donc chacun sur leur moins bonne surface. A priori, Swiatek, c'est de loin sa moins bonne surface. Et là, c'est là que je rejoins mon Padawan, bien sûr. Eh oui, elle a dit quoi? Elle n'attendait rien. Elle s'entendait rien sur le gazon. Ah oui, elle s'entendait rien. Elle n'a pas gagné un titre de la saison. C'est pas Wimbledon qu'elle va gagner. Donc, on arrive tranquille, on arrive léger, on arrive sans attente, on arrive outsider et on gagne. Mais attention, parcours facile quand même. Bah oui. Il a dit parcours facile, rien en face. C'est quand même un goût d'inachevé parce que on aurait voulu le duel avec Sabalenka, qui à mon avis aurait été une finale un tout petit peu plus pimentée que celle qu'on a vécue, pas compliqué, notamment voilà, face à Anisimova. Bon, je regarde, elle a battu Polina Kudermetova 64, Cathy McNally 208, Danielle Collins 54e, Tozon 22, Samsonova premier quart de finale en plus 19, Bencic 35, Anisimova 12. 0 top 10, 3 top 20, mais enfin bon. Samsonova, bon, ok. Et Anisimova qui s'est totalement liquéfiée, qui n'a pas joué cette finale. Elle est restée paralysée, elle est restée dans son lit, elle a dû la jouer 10 fois dans la nuit. Elle n'a absolument pas joué, elle a fait une très belle demi-finale, un très beau tournoi, mais elle n'a pas existé. Donc le niveau du tournoi féminin, honnêtement, était moyen, très moyen. Et comme Iga Swiatek a un niveau moyen, elle, qui est toujours élevé, un peu comme Sinner, tu l'as dit tout à l'heure, eh ben, elle fait sans pression, elle a gagné tranquillement, dans un fauteuil, ce tournoi, en ayant peu d'opposition. Elle sort... Vas-y. Non, mais quand t'as Gauff, Pegula, Zeng qui sortent au premier tour... Et bien sûr. Pegula, je pense pas qu'elle aurait fait grand mal à Swiatek, mais Gauff, oui. Et puis, surtout, ça fait un autre tournoi, quoi. Et même Sabalenka, j'ai trouvé... désastreuse en demi-finale. Ok, le match était bon, mais les choix, les manques de lucidité, le manque de timing parfois, sur le gazon, ça lui va pas trop non plus parce que ça correspond pas trop à son jeu en fait. Elle joue beaucoup en compensation. Et j'ai trouvé qu'elle a été tactiquement pas du tout à la hauteur du numéro 1 mondial. Et ce retour de Swiatek sur les hauteurs du classement WTA, elle se retrouve 3e. Ça reconstitue un peu le triumvirat Gauff, Sabalenka, Swiatek. Est-ce que c'est pas la meilleure nouvelle finalement de la quinzaine pour le tennis féminin, d'avoir un triumvirat, peut-être un Big Three qui serait un peu identifié? Si, parce que pendant des années quand même le tennis féminin a souffert du manque de lisibilité de sa tête, de celle qui gagnait les grands chelems, de celle qui trustait les 3 premières places. Là, tu as 3 filles qui sont quand même
installé, sur ces 3 filles qui sont identifiées, tu as des stars aussi. Donc oui, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, ça fait un peu le ménage. C'est bien que Swiatek soit là, et c'est mieux que ce soit elle qui gagne Wimbledon. Voilà, j'ai rien contre Anisimova, mais moi je suis pour des palmarès qui veulent dire quelque chose sur un... Non mais c'est vrai. Non, mais celui de Wimbledon, depuis la dernière fois que Serena Williams a gagné deux fois d'affilée, c'est une vainqueur différente chaque année. C'est open bar. C'est incroyable. Il y a eu Vondrousova, Krejcikova, les 2 dernières, c'est les 2 Tchèques. C'est quand même 2 énormes surprises. Il y a eu Rybakina, alors que elle n'était pas encore très connue quand elle a gagné. Il y a eu Barty, bon ça c'est normal sur gazon, elle avait vraiment le jeu. Il y a eu Alep, il y a eu Kerber, enfin voilà, Bartoli c'était avant, avant le. Oui, avant 2000. Mais oui, c'est un peu un tournoi à la Bartoli, sauf que c'est Swiatek qui fait que un peu plus difficile quand même. Je crois que Marion Bartoli, elle va battre de top 20. Là il y a quand même 3 top 20, mais pas dans les meilleurs, pas de top 10. On va quand même parler Donc oui, c'est bien. Mais le top 10 féminin, on en parle, c'est comme les top 10 masculins. Ouais, c'est le problème. C'est qu'en fait, tu as une tête, mais derrière, tu as un gouffre. Voilà. On va parler vite fait un petit mot sur Anisimova. On l'a vu, les cas de défaite 6-0, 6-0 en finale sont rares, puisqu'il n'y avait que Zvereva qui avait subi un tel affront. 1911, Maxime, 1911 quand même, à Wimbledon. De très loin. Mais je l'avais écouté au poste à Galen. Oui, bien sûr. Tu avais commenté, je l'ai commenté. Pour Eurosport Belgique. Non, je crois que j'étais pas encore à Eurosport à l'époque, très bien, mais pour le RTF n'existait pas. Donc, là on était très loin d'eux. Comment on se remet d'une telle raclée en Mondovision? On sait que Zvereva n'a jamais rejoué de finale en simple de Grand Chelem. Est-ce que c'est dur? C'est dur quand même de dire c'est ma finale et c'était gênant même la fin. On était en gros moment de gênance. Mais elle rentre sur le terrain, elle a déjà les yeux humides. Premier point, elle fait un bois et elle se prend 8 points de suite. Je crois que les 2 premiers jeux. C'est dur. Ouais, elle commence. Alors qu'il y a sa maman qui vient jamais l'avoir joué, qui est là dans les tribunes. En plus, tu as tout le bazar de la finale, la Royal Box, etc. Et le monstre froid en face. En plus, qui fait pas une faute directe. Exactement. C'est horrible, c'est terrible. Et je sais pas comment tu te remets de ça. Franchement, puis en plus, si t'es pas Sinner, je sais pas comment tu te remets de ça. J'ai commenté cette finale avec Simon Dos Santos. On a très vite senti que Swiatek n'allait pas lâcher un jeu. Elle ne voulait surtout pas lâcher un jeu. On a eu cette discussion-là une fois en aparté avec Justine Hénin sur un adversaire qui est mené comme ça 6-0. Et qu'elle nous avait dit, non, je lâche pas la proie. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est du respect aussi. Oui, c'est du respect et il faut terminer le travail. Et le travail, c'était 6-0, 6-0. À un moment, et c'est assez violent. Dans le deuxième set, à 2-0, tu sens qu'il y a vaguement un petit truc qui se passe, mais en fait. Non, c'est horrible. C'est horrible. En fait, les jambes étaient paralysées. Elles étaient paralysées tout le temps. Les jambes, les bras, il n'y a rien qui passait. Et après, ça a commencé à rentrer dans la tronche. C'est fini. C'est fini. Mais se relever, c'est un vrai défi. Franchement, il faut arriver à garder le positif de la quinzaine. Le positif, il est énorme. C'est ça. Elle tape Sabalenka en demi, quand même. Un super match, en plus. Le match de tournoi féminin. Elle a joué sa finale 2 jours trop tôt, en demi, clairement. La quinzaine est terminée. Si vous deviez donner une petite note à ce Wimbledon 2025... Pas terrible. Sur combien? Sur 20 ou sur 10? Sur 20. Sur 20, je mets 9. Tu mets sur 10, on divise. Tu mets 9? Ouais, je mets 9 sur 20. Ah, vous êtes dur, les gars. Mais non, mais... Elle est tout juste à la moyenne, on va dire. Elle est 10. Vous êtes dur. En fait... Les premiers tours sont très sympas parce qu'il se passe des choses, parce qu'en plus on a vu des Français. Et j'adore ce tournoi, moi c'est mon tournoi préféré. Bonzi, Rinderknecht, il s'est passé des trucs, etc. Ouais, Rinderknecht c'était bien. Voilà, c'était très bien. Franchement, c'est très chouette. Mais à partir du moment où tu as des têtes de série qui se font dégager, notamment toute la next-gen qui se fait dégager très vite, enfin sauf Rublev, mais qui se fait dégager très vite, tu arrives en 8e, en quart sur des moments où. Alors, tu as Dimitrov, effectivement, tu as Dimitrov où il se passe quelque chose, mais sinon, il se passe pas grand-chose. Malheureusement, c'est tué dans l'œuf. Ouais, mais sinon, il se passe pas grand-chose jusqu'à la finale. Mais c'est un peu comme Roland, finalement, où tu n'as pas de match qui te marque. Même le Fonini-Alcaraz. Roland, il vaut 20 sur 20 que grâce à la finale. En fait, et là, comme la finale est quand même très moyenne. Très moyenne. En fait, je donne pas la moyenne parce que je me suis embêté pour rester. Voilà. Du deuxième tour jusqu'à la finale, je me suis emmerdé. Toi, maintenant. Je me suis emmerdé. Je me suis emmerdé. Du deuxième tour jusqu'à la finale, je me suis emmerdé. Mais c'est le tennis, là, c'est pour ça. Alors moi, non, quand même pas, parce que j'adore Wimbledon, c'est mon tournoi préféré, etc. Que je prends toujours plaisir soit à le regarder, soit à le commenter. Mais effectivement, c'est pas une grande édition parce que effectivement, tout se passe plutôt dans les premiers tours. Ouais. Alcaraz et Sinner, on sait à peu près qu'ils vont aller au bout. Ou sauf si Djokovic fait un super match contre Sinner, on aurait pu l'avoir ce match. Exactement. Mais il est pas. On l'a espéré. Eh oui, on l'a espéré, mais au moment où il se fait soigner là, après la fin du deuxième, il revient, il va un peu mieux pendant quelques jeux, il mène quand même 3-0, balle de 4-0. On se dit il y aura un quatrième set, ça va être sympa. Non. Et non, rien du tout. Donc effectivement, le Alcaraz Fritz, il a un tout petit peu. Il y a une balle de 2-7 partout quand même. Oui, quand même, 2 balles de 2-7 partout. Ouais, si, il est un peu chahuté quand même. Mais voilà, effectivement, ça n'a pas atteint des sommets.
Mais on est gourmand aussi. On a eu d'abord le Big 3 et puis on a eu cette finale de Roland-Garros qui nous a mis à des niveaux stratosphériques. Donc on est peut-être un peu trop gourmand. Là, c'est peut-être la gueule de l'image à garder, peut-être Dimitrov. Ah, mais c'est Dimitrov. Pour moi, l'image à garder, c'est Dimitrov. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, il se passe quelque chose. Et là, tu as Dimitrov qui joue Sinner comme je pense on doit jouer. C'est-à-dire l'attaquer, être très créatif, avoir évidemment une première balle incroyable. Mais où là, il se passe un truc où tu te dis, et il est poussé dans ses retranchements, enfin. Voilà, comment il va réagir à ce défi-là et puis ça tombe. Pour moi, c'est l'image de Wimbledon, c'est-à-dire Dimitrov en pleurs, le pauvre, ça arrache le cœur. Et là, on a un vrai moment par contre. Mais voilà, c'est une abandon, donc c'est dur aussi d'en faire un truc qui rentre au Panthéon, quoi. Ouais, je vais y ajouter la chute de Djokovic contre Cobolli parce qu'on est vraiment en toute fin de match. Ouais. C'est un contre-pied. C'est malheureux, il essaie d'y aller, il glisse, on sait qu'il est en caoutchouc, en général il se fait pas mal, mais là je pense quand même que la chute, l'adducteur a vraiment pris. Et donc ce sont ces 2 faits de jeu qui ont fait basculer quand même le tournoi. Et puis une image aussi un peu triste, mais Anisimova, le visage d'Anisimova, comme tu l'as dit, de l'entrée sur le court au discours à la fin, c'est horrible. Elle est vraiment, elle a traversé cette finale comme un fantôme, et elle doit même avoir l'impression de ne pas avoir joué de finale. C'est dur. C'est horrible. On va passer à vos paris de l'été. Je vous ai demandé avant l'émission de réfléchir à l'été qui vient. Vous savez que l'émission... ça fait bizarre, bosser. L'émission va faire un break d'1 mois. On se retrouvera juste avant l'US Open, le 19 août, il me semble. L'année dernière, Popyrin avait gagné à Montréal, par exemple. C'est toujours une période un peu... Il n'y avait personne. Hein. Mais c'est une période toujours particulière. Et j'ai envie de vous demander... Mais l'an dernier, il y avait les Jeux Olympiques en plus. Il y avait les Jeux Olympiques. Si vous avez un pari à faire sur l'été qui s'ouvre, lequel ce serait? Évidemment, on reviendra vous voir après l'été pour savoir si vous avez bon voisine pendant. Moi, un vrai pari. Seul sur le sable. Moi, un vrai pari, c'est que la finale de l'US Open, ce ne sera pas Alcaraz-Sinner, parce que je pense qu'Alcaraz il va falloir qu'il digère ce truc-là. Non. Contrairement à Sinner, qui pour le coup est une bête froide, je pense qu'il a pris un coup derrière la carafe. Et je pense que ce sera un peu plus compliqué. Et puis ces derniers US Open sont, depuis sa victoire, je crois que c'est une demi perdue contre Medvedev. Et l'an dernier, il part au deuxième tour. Demi. Ouais. L'an dernier, il part au deuxième tour. Voilà, je pense qu'Alcaraz va avoir du mal. Alors je dis pas qu'il va se faire sortir au premier tour, qu'à Cincinnati, ça va être un fiasco. Mais je le vois pas aller jusqu'en finale et je le vois être sorti assez tôt. On voit qu'il a souvent des sautes de concentration. Il s'en sort face à Fognini au premier tour, mais c'est le gazon, etc. Je pense que sur dur, il a peut-être un petit peu moins de marge et que ce sera. Que l'US Open va marquer une rupture. Une petite rupture pour Alcaraz. Si ce n'est pas Alcaraz, diantre. Ça c'est compliqué, mais moi j'aimerais bien. C'est plus un souhait. C'est plus un souhait. Djokovic. Non. Medvedev, j'aimerais bien. D'accord. Oula. J'aimerais bien un retour de Medvedev d'outre-tombe des enfers. Ah oui, ok, d'accord. Et c'est sur un tournoi qu'il adore, c'est sur un endroit qu'il aime bien. Et pourquoi pas un petit retour de Medvedev? Alors, je dis pas que Medvedev va gagner. On n'a rien dit. Maxime, me regarde pas comme ça, parce que là, je le vois, il est heureux. Là, il est heureux parce qu'il sait qu'il va me prendre il le dit pas, mais le truc, c'est que si c'est ça, alors là, il va parader pendant 6 mois. Non, je suis pas de ce genre-là. J'ai le succès modeste. Oui, c'est vrai. Mais Anthony, le Stéphanois, quand même, qui a souffert. Il commence par du négatif, parce que forcément, on est obligé de commencer par du négatif. Après, à Paris impossible, parce que il a envie de ça aussi. Je vois Medvedev faire une bonne tournée américaine, voilà. Très bien. Bertrand, ton pari de l'été? Alors, il y a cette semaine 6 joueurs dans le top 100 qui ont le meilleur classement de leur carrière, donc, dont 2 particulièrement. Bon, Ben Shelton, qui est 8e au classement live, 9e en fait, 8e. Flavio Cobolli, italien, est rentré dans le top 20 après un très bon Wimbledon, quart de finale. Gabriel Diallo est 35e, il reste très vite aussi. Fonseca rentre dans le top 50 pour la première fois, 46e. Et d'ailleurs, je le dis juste parce que c'est exceptionnel, Munard n'avait jamais été dans le top 50. Ça fait des années qu'il essaye, qu'il est 51, 52. Ça y est, Munard, il est 49, il est enfin dans le top 50. Et c'est mérité, il a fait un bon match au Queens contre Alcaraz. Et puis il y a Bellucci. Moi, je vois Cobolli, finaliste à Washington l'année dernière, 2 titres cette saison, quart à Wimbledon. Je le verrais bien faire un bel été américain. Et aller, peut-être pas nous gagner 1 000, mais pourquoi pas faire un petit truc sur les tours-là. Et puis, ça va plus vous surprendre. Là, c'est pas dans les meilleurs classements. Déjà, c'était surprenant. Cobolli ? Bon, pas tellement, tu fais une belle saison. Hein. Il a gagné 1 000 quand même. Popyrin a gagné 1 000 l'année dernière. Bon, encore une fois, l'année dernière, c'est particulier, il y avait les Jeux. Cette année, mais à mon avis, à Toronto, il n'y aura pas Alcaraz, il n'y aura pas Sinner. Il faut quasiment mettre la main au feu, ils ne seront pas là. Djokovic non plus. Donc, il y aura quand même de l'ouverture. Et on a un autre garçon que je trouve est de nouveau sur la voie ascendante, c'est Rublev.
Je l'ai trouvé bon à Wimbledon. Je l'ai trouvé à un bon niveau et surtout plus stable mentalement. Par exemple, le match contre Alcaraz. D'abord, il prend un set, il fait un bon match. Et il s'est jamais énervé, etc. Alors, évidemment, il a toujours les mêmes failles et il n'ira pas gagner contre ces mecs-là, ça c'est sûr. Mais par contre, sur un 1000 où il n'y a pas les tout meilleurs, où il n'y a personne, effectivement, Toronto, il peut y aller. Et puis, en tout dernier, Taylor Fritz, quand même, gagné 2,250 sur gazon, il fait demi à Wim, il joue bien, il n'a pas été bon sur terre, donc il n'a pas trop puisé sur terre battue. On arrive aux États-Unis où il est toujours bon, il avait gagné Indian Wells notamment, donc un Fritz finaliste. Alors par contre, il a des points à défendre, il a été finaliste à l'US l'année dernière, mais Fritz à domicile en général, c'est pas mal. Donc pareil, hein, pour un petit Toronto, un petit Cincy. Cincy, il y aura le retour des gros, mais tu paries sur tout le monde. Là, 6-9 et 3 paris, c'est l'euro million avec toute la grille. Je dis Koboli, Rublev, Fritz. Ouais. Ok, très bien. Je n'ai pas fait de pari négatif pour dire machin va être nul, il va couler. Alors lui, il était. J'ai pas dit machin va être nul. J'ai juste dit qu'il sera pas Il a dit qu'il allait couler. Moi, là-bas, je suis une mauvaise personne. T'es stéphanois. C'est pas la peine de dire, les gens le voient. Je suis une mauvaise personne. Un dernier mot quand même avec une image qu'on a vue. On n'a pas préparé ça. Hein. Vous êtes meilleur que vous ne préparez pas. Ok. Un dernier mot avec une image que l'on a découverte lundi. C'est Sacha Zverev et Tony Nadal à l'entraînement à Majorque. Ah oui, si on en a parlé. Alors si vous n'avez pas vu l'image, la voici, on vous la montre. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que la solution pour Zverev se trouve à Majorque? C'est pas un coach qu'il lui faut, c'est un psy à Zverev. Enfin, on l'a vu. Hein. Il l'a dit d'ailleurs. Oui, il l'a vu. Je me suis jamais senti aussi seul, etc. Et justement, il passe du temps avec Tony Nadal. Ouais, voilà. Mais justement, il lui faut un doudou. Il lui faut un doudou. D'avoir un Nadal pour le moral ou un Nadal pour le mental, c'est pas mal quand même. Ça dépend. Quel Nadal Tony, j'ai lu que Rafael Nadal serait son mentor. N'importe quoi. Ça, vous y croyez pas? Bah non, sûr que non. Rafael Nadal, il joue au golf. Il a fait un trou en un pendant Wimbledon d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu ça. Un trou en un quand même. Hein, c'est pas mal. Pas tous les jours. Donc non, Nadal, il fait du golf. Il a autre chose à faire que de revenir sur le circuit maintenant. Et le tonton, je suis désolé, mais il y a parfois il y a parfois des relations qui ne peuvent être qu'uniques. Je pense Walter Bartoli avec sa fille, voilà, c'était unique. Et Tony Nadal et Rafael Nadal, c'était unique aussi. Quand Tony Nadal a collaboré avec Félix Auger-Aliassime, ça n'a pas donné grand-chose. Et s'il collabore avec Zverev, ça ne donnera pas grand-chose non plus. Ce qu'il faut à Zverev, effectivement, c'est un psy. Et c'est foutu quoi pour Zverev, il gagnera jamais le grand chelem Zverev de toute façon. Dans les relations uniques, Rocky Balboa et Mickey, pareil, tu les mets. Je suis pas un grand spécialiste de Rocky. Pas trop je suis plus dans un cinéma un peu plus intellectuel, Maxime. Mais Maxime est très radé par crête par rapport à nous. Rocky, un Oscar meilleur film, mais non, c'est pas mal Rocky. C'est pas mal. Bah, pour l'Oscar, les Oscars, c'est pas non plus. Pas toujours, mais ça dit quelque chose. Losange, quoi. Bon, on aurait pu parler cinéma aussi. On peut parler cinéma. Allez. Éric Rohmer. Ouais. Allez, on y va. On fait 30 minutes, on va perdre tout le monde, mais c'est pas grave. Donc, c'est la fin de ce retour gagnant. On arrive aux vacances. Merci Martin, merci Bertrand. Southern Records, bien sûr, de très bons groupes produits par ce label. C'est un label, c'est pas un groupe là. Merci Adrien et Victor à la réal, Quentin au visuel comme d'habitude. On se retrouve le 19 août et promis, Anne Boyer sera de retour à ma place. Salut. Ciao.